Hey, salut, c'est Nadir, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va prédire le cours de bourse de Nvidia. Et vous allez voir, on va présenter des notions qui sont extrêmement importantes et qui sont extrêmement intéressantes. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, tu vas voir, tu ne seras absolument pas déçu de ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va apprendre énormément de choses, donc vraiment, prends même de quoi noter, prendre un petit truc à boire. Pose-toi bien parce qu'aujourd'hui la vidéo elle va être assez costaud. Allez, donc première chose qu'on va faire pour tout d'abord analyser déjà le cours de bourse de Nvidia. On va utiliser un modèle Arima toujours, mais cette fois-ci on va procéder à un backtest pour s'assurer que la méthodologie utilisée, la méthodologie choisie est la bonne et qu'elle fonctionne bien dans notre cas. Alors pour ça, ce qu'on va faire, on va déjà tout d'abord aller sur investing.com. Pourquoi? Parce que là, on va aller récolter directement les données. Ok. Donc, on va aller ici sur investing.com. Voilà, et là, on va mettre donc Nvidia. Voilà. Et ici, donc, on a le cours de bourse. Bon, ça, c'est ce qu'on peut avoir dans tous les trackers. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour récolter toutes les données? On va aller ici sur Historical Data. Et on va aller prendre ici les données historiques. Alors, comme dans la vidéo passée, je vais prendre sur un historique de 10 ans. Voilà, voilà. Et une fois qu'on a ici filtré, on va simplement télécharger la base de données. Ok. Alors la base de données au départ elle est sous format CSV, on va la passer en Excel, histoire que ce soit beaucoup plus présentable, et puis ça ressemble à ça. Voilà à quoi ça ressemble ici, toutes les données d'investing.com sur l'action Nvidia. Donc comme tu peux le voir ici, on a la date, le dernier qui est en fait le cours de clôture, l'ouverture, le plus haut et le plus bas, le volume en millions d'euros et la variation de l'action en question. Et ici on a tout ça, toutes ces données là sur un historique de 10 ans sous une time frame d'une journée en daily. Alors des personnes m'ont dit dans la dernière vidéo pourquoi est-ce qu'on n'a pas toutes les données en daily, etc. Si en fait on a vraiment toutes les données, c'est uniquement qu'on a des sauts de lignes puisque les cotations le week-end ne sont pas disponibles. Et donc on a uniquement les 5 premiers jours des journées ouvrables en fait de la semaine, et par la suite ça cut pendant le week-end, et par la suite ça reprend. Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on a ici des trous dans les cotations. Mais sinon c'est tout à fait normal, et ici on a vraiment toutes les cotations de manière globale sur un historique de 10 ans. Voilà, alors maintenant on est revenu ici sur Python. Alors je vais plutôt donc utiliser les mêmes types, enfin le même début que l'ancienne vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube qui était sur l'action LVMH, mais sauf qu'ici on va aller un petit peu plus loin. Alors on va commencer donc par importer les bibliothèques en question. Voilà, donc ici les bibliothèques, l'intégralité des bibliothèques ont été importées et on va pouvoir continuer et commencer à travailler par-dessus. Hop, ici on va venir lire notre base de données. Donc vous voyez qu'ici, cette base de données qu'on a ici, donc ça c'est uniquement les 5 premières tuples de notre base de données, qui sont en fait les 5 premières lignes. Mais en réalité on a l'intégralité de l'historique. Mais ici c'est vraiment l'Excel en fait que je vous ai montré juste avant. Vous voyez ici avec la date, le dernier qui est le cours de clôture, l'ouverture, le plus haut, le plus bas, volume et variation. Mais sinon c'est pareil, hein. C'est exactement pareil que le fichier Excel. Ici justement on lit le fichier Excel que l'on a mis sur Python. Hop, voilà, donc ici on ne garde uniquement donc la date et les cours de clôture de notre action. Encore une fois, ici on va travailler sous le même principe, on va uniquement garder les cours de clôture. Comme ça, d'un côté on a la date et de l'autre côté on a les clôtures, et comme ça on va pouvoir créer ici le graphique. Voilà, donc ici une fois que l'on a ploté le graphique, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment le même graphique que l'on peut avoir sur investing.com quand on prend un historique de 10 ans. D'un côté on a la date, de l'autre on a le prix de clôture
qui est en dollars. Et bon, ici on peut voir une anomalie, à mon avis c'est juste une anomalie qu'il y a pu avoir dans le fichier Excel, mais sinon voilà, on va omettre cette partie-là, mais en réalité, voilà, imaginez, elle n'existe pas. Ça doit être sûrement, comme je l'ai dit, une erreur avec le graphique et les données en question. Hein. Voilà, donc là, comme on peut voir, donc ici je viens de créer, donc de faire en fait une régression linéaire pour avoir la tendance de fond. La première étape, comme je vous ai dit, c'est ce qu'on fait partout. Moi, j'ai travaillé des années en banque et en investissement. Donc, j'ai été modélisateur de risque. J'ai été modélisateur également pour modéliser des rendements futurs d'une action, d'un actif. Et la première chose que l'on fait quand on traite de graphique, c'est toujours afficher la tendance de fond. C'est extrêmement important et c'est la première chose à faire. Ici, comme on peut voir, j'ai tout d'abord fait une régression linéaire pour savoir si on a une tendance de fond qui est plutôt linéaire comme son nom l'indique. Comme vous pouvez le voir ici, le R carré n'est pas excellent. On a un R carré de 0,51. Plus on est proche de 1 et mieux c'est. 0,51, ça veut dire que seulement 50% de la régression est expliquée par les données que l'on a. Et ça, c'est pas vraiment intéressant. Ici, on peut pas dire qu'on a une tendance linéaire dans le cours de l'action de Nvidia. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire, pour vraiment trouver une tendance qui va matcher avec notre graphique et nos données finalement, c'est vraiment de tester les autres types de régression que l'on peut avoir. On peut avoir une régression exponentielle, une régression logistique, etc., etc., et vraiment voir ce qui matche le plus. Ici, de première vue, ce qui pourrait le plus matcher, c'est une régression exponentielle. Pourquoi? Parce qu'on voit vraiment que ça part en exponentialité. Maintenant, il faut voilà, nous on est rigoureux mathématiquement, on ne fait pas les choses au hasard et on veut prouver que la meilleure des régressions, c'est celle qui est en exponentielle. Donc pour ça, je viens tout juste ici de faire une régression, donc la régression exponentielle, et comme tu peux le voir, dans ce cas-ci, par contre, on voit que ça match vraiment bien avec nos données, avec le cours de Nvidia. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ici, ça nous dit vraiment que Nvidia a eu une évolution de son cours de bourse. Son cours de bourse a évolué de manière exponentielle. Hein, on peut voir ici que déjà depuis 2014, ça a commencé tout petit et puis ça a commencé à monter, mais vraiment de manière exponentielle. Donc ça nous donne déjà un indice sur la façon que le cours de bourse évolue. Et ça nous donne un peu la fulgurance, la puissance de sa montée. Elle n'est pas linéaire, parce que comme vous pouvez le voir, en fait, le score avant, il était de 0,51 du R carré. Ici, il est de 0,83. Donc ici, c'est beaucoup plus élevé et il est beaucoup plus intéressant. Donc ici, on peut déjà conclure sur le fait que la tendance de fond est plutôt exponentielle pour Nvidia. Et ça, c'est important pour continuer à faire notre modèle ARIMA. Donc maintenant, une fois que l'on connaît notre tendance de fond de notre action, on va pouvoir faire la modélisation ARIMA et les tests qui s'en suivent pour comprendre et savoir si notre modèle prédit bien le cours futur de l'action. Juste avant de continuer, si tu veux que j'analyse ton action de manière professionnelle, donc comme je t'ai dit, moi j'ai travaillé en banque, j'ai utilisé ces techniques-là depuis pas mal de temps maintenant. La plupart des analyses techniques que tu peux voir sur YouTube en réalité ne sont absolument pas utilisées par les grosses banques, les institutions. En réalité, ceux qui utilisent l'analyse technique, en tout cas en banque, les considèrent comme des clowns. Parce que finalement, voilà, ils te disent oui, ici c'est une trendline, etc. Mais en réalité, ça ne veut rien dire. Un jour, je ferai d'ailleurs une vidéo pour vraiment vous montrer à quel point est-ce que l'analyse technique ne fonctionne pas proprement dit. Les plus grosses institutions sont beaucoup plus rigoureux mathématiquement. C'est pour ça que en banque, vous retrouvez personne en fait qui est bon en analyse technique. Non, dans les grosses banques, vous allez trouver uniquement des quants, des ingénieurs, des personnes qui sont des physiciens, des personnes qui ont vraiment travaillé en mathématiques, et c'est ces personnes-là que l'on retrouve dans les banques à l'heure actuelle. C'est vraiment des quants, des personnes qui ont un fort background mathématique.
Pourquoi? Parce que tout ce que je vous montre ici, c'est mathématique. Et c'est ce qu'ils utilisent vraiment en banque. C'est pas, vous imaginez bien que si on utilisait l'analyse technique en banque, mais ils n'allaient pas engager des ingénieurs et les payer je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros par an uniquement pour tracer des trendlines. Non, parce qu'il y a un réel travail mathématique derrière. Il y a vraiment une recherche mathématique. Donc si tu veux que j'analyse ton actif de ton choix, ça peut être crypto-monnaie, forex, ça peut être également une action, passe par le lien qui se trouve juste en bas de la vidéo et je vais analyser pour toi de cette façon, donc en faisant des tests statistiques, mais également avec mes modèles de machine learning que j'ai développés et qui sont toujours en train de tourner à l'heure actuelle, et je vais analyser justement ton action, te faire une vidéo et te dire exactement ce que je pense et ce que les résultats de ces tests mathématiques et de machine learning ont dit sur ton actif de ton choix. Allez, sans plus attendre, on va continuer le reste de la vidéo et comme je t'ai dit, si ça t'intéresse, c'est juste en bas, tu peux cliquer. Donc maintenant que l'on a ici la tendance de fond, on va commencer donc le modèle ARIMA. Alors encore une fois, il faut tout d'abord tester si on a si la série temporelle, si notre série est stationnaire ou non. Bon, de prime abord, on sait très bien qu'elle ne va pas être stationnaire. Et puis, on va la rendre stationnaire. D'accord? Donc, on va faire ça comme dans la vidéo passée, parce que c'est très important pour la suite de notre analyse. Donc, ça, c'est le résultat final que l'on a ici. Donc sur qui est issu en fait de notre modèle ARIMA. Donc ça, c'est les résidus de notre analyse. Comme on peut le voir ici, bon, on a l'anomalie qui s'est mis ici. Donc ça, c'est vraiment l'anomalie que l'on a vu en début de vidéo dans le graphique. Mais ça, c'est vraiment une anomalie au niveau des données. Mais sinon, en réalité, on ne doit pas avoir ça. Et voilà, maintenant, une fois qu'on a donc procédé ici au test ARIMA, comme on peut le voir, donc voici le résultat final. Donc je vais juste, hop, voilà, je vais mettre comme ça, hop. Voilà, donc ça c'est vraiment le test final de notre modèle ARIMA. Donc ce qui est en bleu, c'est le cours actuel de l'action. Et ce qui est en rouge, c'est vraiment la prévision que le modèle a effectuée. Alors pourquoi est-ce que est-ce qu'il monte justement, enfin il continue la tendance haussière, comme je vous l'ai dit dans la vidéo passée, puisque en fait le modèle ne rentrera pas en contradiction avec la tendance de fond. C'est-à-dire que si on a une tendance de fond qui est exponentielle, le modèle retient la tendance de fond, c'est comme un cache, c'est-à-dire qu'en fait il va retenir cette information et dans les prévisions qu'il va faire, il va retenir et il va intégrer cette tendance de fond dans le résultat final. Bien entendu, elle ne va pas l'impacter à 100%, mais en tout cas, il tiendra en compte de la tendance de fond de notre action du cours de notre action. Donc en bleu ici c'est vraiment ce qu'on a et en rouge c'est la prévision. Maintenant pour un petit peu être sûr de notre modèle, on va juste ajouter un intervalle de confiance de 95%. Et encore une fois je vais vous montrer ici comment est-ce qu'on peut analyser cela. Voilà, donc ici notre modèle, donc on a pu donc ici intégrer l'intervalle de confiance, donc de 95%. L'intervalle de confiance, ce qu'il faut comprendre, c'est que concrètement, ce qu'il nous dit, c'est que le cours, il peut être là, par exemple, il sera à 125 $ à ce moment-là, mais il sera sûr, notre modèle est sûr à 95% que le réel cours de l'action va se situer entre ces deux bornes gris, qui est en fait l'intervalle de confiance. Okay, donc il est sûr à 95% que le cours réel se situera ici. Maintenant, pour lui, le cours sera ce qui est ici en rouge, mais si on a une erreur, et on peut avoir une erreur,
à 95%, il se situera entre les deux bornes grises. Voilà, donc ça c'est vraiment l'intervalle de confiance. C'est important de le mettre en perspective pour vraiment comprendre en fait comment est-ce que ça fonctionne et pour comprendre vraiment ce que cet intervalle de confiance veut dire. Maintenant, une fois que l'on a ça, et ici c'est voilà, c'est ce qu'on a fait un petit peu dans la vidéo passée avec LVMH. Ici, on va aller un petit peu plus loin. J'ai eu un commentaire qui est extrêmement intéressant. Qui me disait, ok, donc ces modèles de prévision, c'est vraiment des modèles qui fonctionnent vraiment bien. Maintenant, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce modèle-là nous dit vrai et si ce qu'il nous dit a été juste auparavant ou non? Quand on fait des tests comme ça, quand on essaye en fait de faire des forecasts, de faire des prévisions sur des actions, en finance traditionnelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler notre échantillon. Comme je vous ai dit, ici, on a un échantillon qui va de 2024 à 2014. Et donc, on se pose la question, ok, mais si j'effectue ce test-là, ok, le test ARIMA, et que je fais ce test avec les données de 2020 à 2022 et que j'essaye de prédire les prochains mois de 2022 à 2023. Okay, donc, admettons, on prend vraiment l'intervalle entre 2020 et 2024. On coupe cet intervalle-là et on va prendre uniquement les données entre 2020 et 2022 et on va essayer de prédire 2023. Okay, et on va voir comment est-ce que notre modèle a réellement prédit le cours de 2023. Et puis on va voir en réalité ce qui s'est passé. Oui, parce que 2023, c'était l'an passé. Et donc on sait très bien finalement ce qui s'est passé. Et de cette manière, on va pouvoir savoir si notre modèle, dans le passé, a été fiable pour prédire les rendements futurs de notre action. Donc ça, en statistique, on appelle ça faire un test in-out sample ou out of the sample. Okay, donc dans l'échantillon ou à l'extérieur de l'échantillon. Ici, c'est ce qu'on va faire. On va faire un backtest d'un certain temps donné et on va voir s'il a bien prédit le futur et on va voir en réalité ce qu'il y a eu. Parce que finalement, ici, on a toutes les données. Voilà donc ce que je vous disais. Donc ici, on a le cours réel. Ok, donc on a ici, je vous montre vraiment les données entre 2022 et 2024. D'accord? Ici, les données du cours actuel, à proprement dit, c'est de 2022 à 2023. Et donc, sur un an de période, j'essaye de prédire l'an prochain. Okay, donc avec ces données-là, uniquement ces données-là, j'ai refait mon modèle, okay, j'ai fait un backtest et je lui ai dit, écoute, avec les données que tu as ici, essaye de prédire ce qui peut se passer en 2024. Okay, donc je lui ai donné les données de 2022 à 2023 et je lui ai dit, prédis ce qui peut se passer de 2023 à 2024. Et voici ce qui m'a sorti. Donc ce qui est en orange, en jaune, orange, c'est les données du backtest. Et en bleu, c'est les données réelles que l'on a obtenues. Et ce qui est vraiment étonnant, et ce qui est vraiment puissant, et encore une fois, et c'est là que j'aimerais rebondir sur la puissance de ce type d'analyse, c'est que regardez vraiment la précision à laquelle le modèle a su capter avec une assez bonne précision les prix futurs, le cours futur de l'action. C'est fou. En fait, il a réussi quasiment, bon, pas à 100%, hein, comme on peut le voir, ici il y a des différences, mais il a su quand même capter la tendance de fond assez précisément. Et c'est là encore une fois que je vous dis, voilà, les banques, quand ils commencent à analyser, ils ont des modèles de statistiques et des modèles de machine learning qui sont redoutablement efficaces. Et voici ici, regardez la preuve devant vous. C'est-à-dire que ici, en un an de temps, je lui dis écoute, prédis le reste et voici ce qu'il donne. Et comment est-ce que des personnes avec l'analyse technique, avec leur trendline et des moyennes mobiles, veulent concurrencer avec des personnes qui ont ce genre de données, qui ont ce genre de connaissances et qui ont accès à ce genre de ressources? Vous ne pouvez pas.
Ok, les banques sont beaucoup plus puissantes. Pourquoi? Parce qu'ils analysent de cette manière. Et ça, c'est vraiment très important. Vraiment, aujourd'hui, j'ai une seule chose à vous dire. Si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est arrêter d'investir avec de l'analyse technique. Ça ne fonctionne pas, l'analyse technique. Comment est-ce que vous voulez rentrer en concurrence avec les banques qui ont les meilleurs comptes, qui ont les meilleurs mathématiciens, les meilleurs physiciens, qui vous sortent des prédictions qui sont encore beaucoup plus puissantes que cela, bien que vous voyez qu'ici, ça a quand même bien prédit. Avec uniquement une année de données. Ça a assez bien prédit l'année suivante. Donc vraiment, ces méthodes fonctionnent extrêmement bien et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Aujourd'hui, je partage tout ça avec vous et vraiment, si vous voulez que j'analyse votre action, ça se passe juste en bas dans les commentaires. Et donc ici, c'est vraiment le résultat final. Comme vous pouvez le voir, on a un assez bon... le backtest a été assez concluant. Et ici, donc ça en rouge, ce qui est en rouge, c'est vraiment la prévision, en tout cas, effectuée avec l'intervalle de confiance. Et maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et de mesurer la pertinence de notre backtest. Alors ici, on le voit que il a vraiment bien prédit, qui a assez bien prédit le cours futur. Mais à quel point? Est-ce qu'il n'y a pas un ratio, est-ce qu'il n'y a pas un score que l'on peut attribuer à ce backtest pour savoir que finalement, il a assez bien prédit ou non? Qu'est-ce qui nous dit ça finalement? Encore une fois, on revient sur cette notion. Comment est-ce qu'on peut savoir exactement que mathématiquement, comment est-ce qu'on peut prouver mathématiquement ce que l'on voit? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en finance, pour comprendre et attribuer un score de pertinence à notre backtest pour savoir si réellement il a un bon pouvoir de prédiction, un bon pouvoir de prédictibilité sur notre action et le prouver surtout de manière mathématique, il existe ce qu'on appelle un MSE, un Mean Square Error. C'est-à-dire que il va calculer ce que le backtest a dit, le résultat, et le cours réel. Et il va simplement prendre l'erreur que l'on a entre les deux. Okay. Et puis on a également un deuxième score, c'est RMSE, qui est en fait qui est la moyenne de ces erreurs que l'on a entre ce que le backtest a prédit et le cours réel de l'action. Okay. Et avec ces deux scores, on va pouvoir comparer deux types de backtest et on va pouvoir dire ok, ce backtest là est beaucoup plus fiable que ce backtest là, et on peut être sûr et on peut appuyer nos dires avec avec un score mathématique. Et là on va le calculer pour savoir et pour comparer par la suite dans d'autres vidéos qu'on fera. On va comparer ces scores pour comprendre et pour comparer la prédictibilité et notre puissance de notre backtest. Voilà, donc comme on peut le voir ici, on a deux scores. Donc ici, ce que l'on a en fait ici, c'est vraiment le score entre les différents, donc entre le backtest et le prix réel observé. Donc on a à peu près une différence de 4 $. Okay. Et puis en moyenne, si on prend vraiment tous les erreurs que l'on a et on fait une moyenne de ces erreurs, on a une erreur de 2 $ environ. C'est-à-dire que notre backtest arrive à prédire avec une précision de 2 $ le futur cours de l'action. Si ça, ce n'est pas fou, honnêtement. Vraiment, ce test Arima, c'est vraiment une pépite puisque ça nous permet de faire plein de choses et en plus de ça, de faire un backtest pour vraiment nous assurer que ce qu'on fait est bon et que ce que l'on fait a vraiment du potentiel. Et voilà, on arrive ici à la fin de cette vidéo. C'était une analyse beaucoup plus complète, beaucoup plus technique cette fois-ci parce qu'on a introduit des notions qui, j'espère, vous a permis d'apprendre des choses. Je vous ai dit au début de vidéo que on allait apprendre des choses aujourd'hui et j'espère vraiment, en tout cas, de tout cœur que ça vous a permis vraiment d'introduire ces nouvelles notions en tête et maintenant vous avez cette idée-là.
et que au moins vous avez appris des choses. Et donc voilà, nous on finit donc cette vidéo. J'espère vraiment que tu as pu apprendre des choses. Et nous on se dit à la prochaine. N'hésite pas à me dire dans les commentaires la prochaine action que tu veux que j'analyse et je le ferai avec plaisir. C'est à Nadir, passe une excellente journée ou soirée comme moi. Salut!